Salut, aujourd'hui je vais vous donner mon opinion. Alors on me reproche souvent de ne pas donner mon opinion. Alors j'ai décidé, comme cadeau de nouvelle année, de vous donner mon opinion sur quelques grandes figures de la philosophie occidentale. Alors qu'est-ce que je peux dire sur Platon? Platon, il est considéré comme le philosophe, le père des philosophes, le philosophe le plus ancien. Il est donc très important dans les études de philo de connaître Platon. Bon, on dit qu'il est à peu près au IVe siècle avant Jésus-Christ, je crois. Mais je vais pas faire un cours puisque cette fois je donne mon opinion. Mon opinion, c'est que chacun ferait bien de relire La République et de voir quelle sorte de société utopique propose Platon dans La République. Parce que la République de Platon, elle est encore en cours aujourd'hui, elle est en train de se réaliser. Voilà mon opinion sur Platon. Allez, passons à mon opinion sur Kant. Kant, euh, c'est un mec du XVIIIe siècle. Aufklärung, c'est le nom allemand pour parler des Lumières. Donc c'est dans cette mouvance philosophie des Lumières dont nous portons encore l'héritage. Et Kant, il est connu, il y a des blagues qui circulent sur lui chez les étudiants de philo quand il s'agit de parler d'un type austère. La légende raconte que la première fois où il a dérogé à son horaire de promenade habituel, c'était le jour où il a appris l'événement de la Révolution française. Donc on voit que dans la légende kantienne, la question de la révolution est présente. Alors quand il est connu pour avoir parlé des noumènes et des phénomènes. Les noumènes, ce sont les choses en soi, les phénomènes, ce sont les apparences des choses. Ça va avec la philosophie platonicienne comme un gant avec le monde des idées et le monde sensible dont j'ai pu parler dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, donc, je ne fais pas un cours sur les philosophes. Je vais donner mon opinion sur Kant. Alors moi, Kant, à la fac, j'ai détesté parce que c'est un espèce de construction intellectuelle, un système où tout s'emboîte, comme s'il avait recréé un monde. Mais on sent bien que c'est un monde qui est complètement sorti de son esprit et que il y a quelques bonnes choses à prendre au niveau moral, mais tout ce qui est bon à prendre au niveau moral chez Kant, je pense que ça vient du christianisme, uniquement. En fait, pour moi, Kant, c'est rationaliser au maximum, y compris des choses qui ne peuvent pas l'être. C'est un esprit très masculin. Après, qu'est-ce que je pense de Descartes à peu près à la même époque, un petit peu plus tard, peut-être légèrement, 18e. Non, Descartes c'était plus tôt. À peu près la même époque. Alors Descartes, philosophe très important, qui est à l'origine du qualificatif de cartésien. Ça signifie donc on le voit un peu comme un esprit objectif. Ce qu'on met autour du mot cartésien dans le langage naturel, c'est quelqu'un qui a de la rigueur, qui a de la rationalité, limite un peu terre à terre. Alors que Descartes, quand on le lit, il part complètement dans un monde imaginaire, quoi. Il, il, il pousse le délire, en fait, il rationalise un délire, pour moi.
avec des sortes de sentences indubitables qui sont assénées comme des vérités absolues, puisque son but, justement, c'est de s'appuyer sur une vérité absolue, en rejetant Dieu, bien sûr. C'est en partant du principe qu'il n'y a que la rationalité. Mais en même temps, il ne va pas rejeter Dieu ouvertement. Parfois, j'entends des athées se réclamer de Descartes, alors que Descartes, c'est quand même l'auteur des 7 preuves, ou je sais plus combien de preuves, de l'existence de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui a démontré Dieu par la raison. Alors, les détracteurs du christianisme vont dire que parce que c'était une époque de répression des non-chrétiens et que donc chacun n'était pas libre de s'exprimer comme il le souhaitait. Ça, ce sont les détracteurs du christianisme, tandis que les défenseurs du christianisme vont expliquer que ces personnes-là, si elles étaient sincères, si elles étaient vraiment croyantes, alors elles ne mentaient pas. Et par contre, bon, bref, c'est pas le sujet. Descartes, donc c'est cette figure qui a l'air très rationnelle et qui en fait à mes yeux est complètement dingue. Mais c'est intéressant de se plonger dans son délire en fait et d'essayer de comprendre son délire. C'est rigolo, c'est un peu comme quand on aime regarder de la science-fiction. Après les philosophes des Lumières, on a l'impression qu'il y a comme un trou. Il y a une espèce de vide philosophique au XIXe siècle. Il y a quand même des figures, non, je dis n'importe quoi. Il y a le romantisme et par la suite le nihilisme de Nietzsche. Donc les romantiques de type Schlegel, Hölderlin, qui sont à mi-chemin entre la littérature et la philosophie. C'est un style, c'est une école philosophique centrée sur l'individu, sur le moi je souffre, moi j'aime, moi je. D'ailleurs, dans cette filiation, c'est intéressant de noter que on appelle l'époque historique Renaissance, censément parce qu'il s'est passé des événements culturels, religieux, etc., qui ont permis l'avènement du jeu, J-E. Donc il y a cet individualisme qui représente bien la Renaissance, la recherche de l'individualité. Une manière plus valorisante de le dire, c'est l'expression personnelle, une façon un peu moins jugeante de le dire. Et dans le romantisme, c'est poussé encore plus loin. Alors une fois, j'avais fait un exposé sur Schlegel, je crois, et tout ce mouvement. Et il était question dans ce texte, alors ce qu'il était en train de dire, Schlegel, c'est qu'en fait, il y avait une nécessité au XIXe siècle de fonder une nouvelle mythologie. Alors je me souviens, le prof, il nous avait regardé et il nous avait dit, ça veut dire quoi pour vous la nécessité de fonder une nouvelle mythologie? Et puis je dois dire qu'on était tous, les étudiants, on était tous un peu comme deux ronds de flanc. Et je sais plus, j'ai dû tenter une explication bidon, je pense. Mais maintenant, je vois les choses sous un angle un peu différent, toujours dans cette filiation de cette société utopique à refonder, comme s'il fallait faire des resets, hein, comme ça régulièrement. Donc le romantisme à mi-chemin entre l'expression littéraire qui va avec l'expression du moi, l'expression personnelle, l'individualisme, puis ce côté adolescent en fait, complètement adolescent, qu'on retrouve par la suite ou à peu près à la même époque en fait chez Nietzsche, où on n'est plus dans le romantisme mais dans le nihilisme,
c'est-à-dire la déchéance totale de toutes les valeurs traditionnelles. On dit non aux valeurs traditionnelles. Et c'est parfois étonnant chez Nietzsche. Alors moi j'ai été subjuguée par Nietzsche évidemment quand j'avais 17 ans. C'était incroyable quoi. Nietzsche avec sa grande barbe vachement impressionnant là, qui entrait dans la pop culture et qui était connu, ça c'est autre blague d'étudiant en philo, pour parler à son cheval, ou en tout cas avoir été surpris à parler à un cheval, ce qui aujourd'hui serait tout à fait normal en fait, finalement. Mais le nihilisme, la négation de toutes les valeurs traditionnelles, avec une haine pour certains peuples, chez Nietzsche aussi, euh, il est très dur avec les Allemands, il déteste les Français. On dirait que il y a que la civilisation grecque qui a de la valeur à ses yeux. Donc on revient encore et toujours à Platon et puis aux autres. Hein. Platon pas tout seul, mais tous ces mouvements, l'école grecque, l'école romaine. Qui constamment sont remis au centre du jeu. Moi, je me souviens avoir fait un exposé sur naissance de la tragédie, quelque chose qu'il a écrit dans sa jeunesse. Et c'est dans ce petit texte qui dégage l'histoire de l'art apollinien et l'art dionysiaque, avec une préférence pour Dionysos, pour le dionysiaque. Donc, qu'est-ce que des dieux grecs viennent faire dans la bouche d'un Allemand, d'un Prussien, je sais plus sa nationalité, du 19e siècle? Pourquoi cette référence constante à cette civilisation antique disparue? Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai quand même fait Platon, Kant, Descartes, Schlegel et Nietzsche. C'est pas mal. Bonne année, à très bientôt.